Jacques Cartier. Son nom résonne comme une légende, pas seulement en Bretagne, mais aussi dans les livres d'histoire. Il a marqué le XVIe siècle par ses découvertes. Un homme aux multiples visages, aux représentations imaginaires et folkloriques qui révèlent un personnage mystérieux. Jacques Cartier, un mythe au-delà de l'océan Atlantique. À Saint-Malo, le souvenir de Jacques Cartier reste présent partout. Homme d'histoire, navigateur chevronné, le mythe Cartier a durablement marqué la ville. Redécouvert au XIXe siècle, sa présence rayonne aujourd'hui grâce aux traces laissées par l'explorateur qui a découvert un nouveau territoire qu'il nomma Canada. À Montréal, le souvenir de Jacques Cartier demeure. Rues, places et ponts portent son nom et entretiennent le souvenir de l'explorateur. Ces dernières années, des recherches archéologiques ont mis au jour des traces physiques de la présence du français sur les terres du Québec. À Cap-Rouge, sur les bords du fleuve Saint-Laurent, des artefacts retrouvés par les scientifiques lors des campagnes de fouilles montrent que Jacques Cartier et son équipage ont construit un fort et séjourné sur ces terres. Mais qu'en est-il réellement? Que sait-on vraiment de l'homme Jacques Cartier? 5 siècles plus tard, de nombreuses questions demeurent. Jacques Cartier est né à une période tout à fait particulière. Nous n'avons pas sa date de naissance exacte, nous savons qu'il est né en 1491. Quelques mois plus tard, Jacques Cartier fait ses premiers pas, tandis que Christophe Colomb fait les premiers pas de l'Européen en terre américaine. Cartier était une famille simple. La preuve, c'est que le papa de Jacques a travaillé sur la tour qui est derrière moi, que Jacques Cartier a vu construire, qui s'appelle la Quicangroy. Et le père y a travaillé, Jacques venant voir son père sur le chantier. Et je ne sais pas quel rôle il avait exactement, mais le père a travaillé sur cette fameuse tour derrière moi. C'est sur ces remparts, contemplant la mer, que le jeune Jacques rêve d'exploits, de voyages et de découvertes. En 1518, c'est le temps de la Renaissance. François Ier, roi de France, décide de visiter la Bretagne alors indépendante et se rend à Saint-Malo pour envisager le rattachement du duché à la couronne. Pour Jacques Cartier, c'est une première occasion de côtoyer le roi et peut-être d'oser lui parler. C'est à Saint-Malo que le roi a rencontré Jacques Cartier comme conducteur pour l'amener à prier sur l'île de Cézanne. En avril 1520, Jacques Cartier se marie à Catherine Desgranges, fille de Jacques Desgranges, le connétable de Saint-Malo. Un dignitaire de haut rang, fortuné, qui fait de Jacques Cartier un notable. À l'époque, les mélanges au point de vue sociétal ne se font pas facilement. Donc c'est pour ça qu'on peut considérer que Cartier appartient déjà à un certain niveau, mais ce niveau ne peut ne pas suffire. Par contre, si on considère qu'en 1518, effectivement, le roi a rencontré Jacques Cartier, ça facilite un mariage en 1520. Pendant plusieurs années, il poursuit son ascension sociale. Sans enfants, Jacques et Catherine habitent au nord de la ville, près des remparts. À l'époque, il rencontre de nombreuses personnalités. Devenu une véritable figure de la cité, son autorité naturelle semble être reconnue de tous. C'était un meneur d'hommes, c'était un homme intègre, c'était un homme pieux, mais pas excessif. Cartier probablement aimait bien la bonne chère. Il y aurait un texte qui parlerait qu'à un baptême, il y avait la présence de Jacques Cartier et quelques autres bons biberonneurs. Nous sommes dans la Renaissance. Mais incontestablement, il s'inscrit également dans un humanisme. On voit bien ses écrits, c'est quelqu'un qui maîtrise le français. C'est quelqu'un qui est capable d'opérations commerciales, c'est quelqu'un qui est capable de communiquer avec les élites au plus haut sommet, puisqu'il va rencontrer le roi.
En 1533, le pape Clément VII met un terme à la suprématie des couronnes d'Espagne et du Portugal dans le partage du monde. Il est convenu que le Nord appartiendra aux Anglais et aux Français, et le Sud aux Portugais et aux Espagnols. Un an plus tard, François Ier revient donc en Bretagne pour sceller définitivement son rattachement au royaume de France. La paix est revenue sur ses terres et il ambitionne de reprendre ses projets d'exploration du Nouveau Monde. En effet, dès 1523, l'explorateur Verrazzano parcourait déjà les côtes d'Amérique du Nord à son service pour rechercher un passage vers l'Asie et découvrir des richesses légendaires. Mais son voyage s'arrêta sur les côtes de Terre-Neuve. François Ier a décidé de faire une expansion maritime, de se servir de l'expansion maritime comme levier politique et militaire contre l'Espagne. Parce que traditionnellement, les Espagnols et les Français se confrontaient dans la péninsule italienne pour la possession de l'Italie. Mais à partir de François Ier, il y a un changement, politique maritime. C'est au Mont-Saint-Michel que François Ier rencontre Jacques Cartier et décide de lui confier une mission d'exploration. À 41 ans, devenu pilote et maître de navire, le Malouin est introduit par le grand aumônier de France, Jean Le Veneur, qui le recommande auprès du roi. L'évêque Jean Le Veneur, qui le connaît bien, Jacques Cartier de Saint-Malo, et il le présente comme quelqu'un capable de conduire un voyage d'exploration vers les îles grâce à son expérience. Quelques mois plus tard, François Ier donne l'ordre à Jacques Cartier de prendre le large et de se lancer dans l'aventure. L'amiral Philippe de Chabot donne alors l'autorisation d'armer les navires pour conquérir la Neuve France, la Nouvelle France. Dans la mission qui lui est accordée, on lui demande d'aller vers un pays où doit se trouver de l'or et mille autres choses. Donc, il s'agit toujours d'aller chercher des métaux précieux. À l'époque, il y a toujours le mythe de l'or et de l'argent. En fait, ce que font les Français, c'est que non seulement ils sont dans le sillage des Ibériques, des Portugais et tout, mais ils sont aussi dans le même profil. Ils disent, on va se rendre à un endroit et on va y trouver de l'or. Et on va faire une colonie. Ils croient vraiment qu'ils vont appliquer le même genre de mécanique. Un an plus tard, en 1534, la préparation de l'expédition avance. Dans la ville de Saint-Malo, tout le monde parle de cette traversée de l'Atlantique qui se prépare. Mais Jacques Cartier a du mal à réunir un équipage. Les Malouins sont avant tout des pêcheurs et ils ne souhaitent pas être privés de leurs meilleurs hommes. Il va falloir un embargo royal, interdiction à tout bateau de quitter le port de Saint-Malo tant que l'équipage de Cartier n'est pas constitué. Ci-devant, sergent de la cour, par ordre du roi François Ier, à la requête et instance de Jacques Cartier, déclarons arrêt sur chaque navire du port de Saint-Malo, prohibition et défense à tout bourgeois, comme à tout maître de navire, de les faire déplacer. Il est interdit aux maîtres mariniers et compagnons de mer de s'embarquer pour toute navigation avant l'armement complet des 2 navires de Cartier, suivant le bon plaisir et le vouloir de ce seigneur. Pour constituer son équipage, il a battu le rappel de la famille et des apparentés, de la parentèle, des petits cousins, des petits-neveux, etc. Et comme à Saint-Malo, on est en bord de mer, on navigue, on va à la pêche, on allait surtout à la pêche à la morue, qui était au poisson molu, comme on disait à Saint-Malo, qui était la fortune de la ville. Donc on avait l'habitude des grands voyages. Donc ces garçons, tous jeunes, ont embarqué avec Jacques Cartier. Nous partîmes du Havre et port de Saint-Malo avec les dits 2 navires, d'environ 60 tonneaux chacun, les 2 de 61 hommes, le 20e jour d'avril du dit an 1534. À cette époque-là, c'était une époque où on naviguait dans l'incertitude permanente. Ça faisait partie du quotidien de la navigation. Les cartes étaient très imprécises. Les cartes avaient été construites sans longitude, avec des compas qui étaient imprécis
et sans avoir la connaissance des courants qu'on a connus beaucoup plus tard. C'était forcément une navigation approximative. C'était d'ailleurs tout le talent des marins de l'époque. Naviguant avec bon temps, vînmes à Terre-Neuve, le 10e jour de mai, et atterrâmes au cap de Bonneviste, étant à 48,5 degrés de latitude. Et du fait du grand nombre de glaces qui étaient le long de cette terre, il nous convint d'entrer en un havre nommé Sainte-Catherine, où nous fûmes l'espace de 10 jours, en attendant notre temps et réparant nos barques. Ce premier voyage a une particularité, on pourrait dire que c'est presque le premier record de l'Atlantique. 19 jours. Donc il a bénéficié de circonstances météorologiques extrêmement favorables. 19 jours à l'époque pour un bateau qui n'est quand même pas très navigant. Maintenant, on sait bien à quoi ressemblaient ces bateaux. C'était des bateaux qui étaient, on pouvait appeler des nefs, on pouvait appeler des coques. Donc voilà, c'est des bateaux qui sont généralement des 3 mâts, avec 2 mâts de propulsion et puis un mât de direction à l'arrière. Les bateaux de l'époque de Jacques Cartier, c'est l'archétype du bateau à voile jusqu'à la fin de la voile. Et ce qui est assez merveilleux, c'est qu'on est arrivé là très vite, l'Occident a fabriqué un bateau quasiment parfait, et on n'a pas fait de progrès depuis. 19 jours de mer qui permettent à Jacques Cartier d'atteindre les côtes de Terre-Neuve. Avec une telle précision de navigation, connaissait-il déjà les côtes d'Amérique du Nord et le golfe du Saint-Laurent? Cartier décrit les lieux qu'il rencontre. Quand on connaît le Canada, le Saint-Laurent, le Québec, la Gaspésie, il y a un lieu qui est exceptionnel. C'est Percé, qui est un endroit magnifique avec une roche percée. Tout voyageur va forcément être marqué par cette présence. Eh bien, dans le récit de Jacques Cartier, il n'en parle pas. Il parle bien de l'île de Bonaventure, on reconnaît bien les fous de Bassan, mais pas un mot sur la roche percée. Il dit simplement « nous sommes au Cap Prato ». Ce qui tendrait à prouver qu'il connaît l'endroit. Pensez bien que les pêcheurs qui venaient pêcher à cet endroit-là, où il y avait beaucoup plus de morues que sur la façade atlantique, n'allaient pas déclarer « attention, on connaît des territoires où il y a la morue à 200 mètres de profondeur et patente ». C'est quelque chose qu'on a découvert depuis les 20-30 dernières années. Les spécialistes se sont attaqués au 16e et on s'est aperçu en fait que Jacques Cartier comme Verrazano, quand ils ont traversé l'Atlantique, c'était pas comme envoyer un homme sur la Lune où est-ce qu'ils sont tout seuls, ils atterrissent. À l'époque, il y avait près d'une centaine de navires à Terre-Neuve qui pêchaient la morue, qui chassaient la baleine. On n'en parlait pas, c'était un petit peu le secret. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les cartes, c'était le bien le plus précieux qu'il y avait à bord du bateau. Et c'était des secrets. C'est d'ailleurs un des secrets qu'avait Jacques Cartier. En tant que pilote, il connaissait des routes, il connaissait des choses que d'autres ne connaissaient pas et qu'on lui avait transmises.